Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. On est toujours dans notre belle série de films Criterion. On vient de terminer la dizaine, là, 21 à 30. Donc aujourd'hui, on commence 31 à 40 avec dans le fond, le premier d'un programme double sur des adaptations de romans de Charles Dickens. Ça va te plaire, ça, je pense. Oui, vraiment. On entre dans des choses qui me rappellent beaucoup, en fait, mes études au cégep, à l'université, puis tout ça. Je pense que j'ai déjà mentionné à quel point j'étais une fan de Peter Pan, puis que je le pluguais, là, en fait, n'importe quand, là, dès que je peux. Puis dans les deux, là, dans Great Expectations, qui est notre numéro 31, et dans Oliver Twist, évidemment, au numéro 32, j'en ai pour mon argent. J'ai vraiment trippé. Mais d'où vient cette passion-là, justement? Ah oui, ok. On va en reparler en masse de toute façon, parce qu'on va essayer de pas trop se répéter pour les deux, parce qu'il y a beaucoup de similitudes là, quand même entre les deux films. Ouais. On va essayer de pas trop se répéter, mais d'où vient cette passion-là? Bon, c'est sûr qu'il y a Harry Potter, évidemment, qui a un peu grandi avec nous, mais est-ce que tu as grandi justement avec ça? C'est là que tu as vu... Honnêtement, il y a beaucoup de choses là-dedans. There's a lot to unpack here, comme dirait John Oliver. Tu sais, rapidement, là, le film Capitaine Crochet là, de 1991, qui est un film de Spielberg, avec Robin Williams, Bob Hoskins, dont on a déjà parlé aussi, puis Dustin Hoffman quand même, et Maggie Smith aussi, puis Julia Roberts, mais bon, continue. Mais... non, je pense que c'est pas mal les principaux, mais bon, c'est un film qui est sorti en 91, j'avais 1 an, là, fait que c'est sûr que je l'ai pas vu avant comme 94-95 à peu près, mais c'est un film que j'ai écouté à de multiples reprises à chaque année. C'est un film que je trouve extraordinaire, c'est un film qui est magique, c'est beau, il y a plein de couleurs là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui met en parallèle l'enfance puis la vie adulte, dans le fond. J'avais fait énormément de travaux là-dessus, justement, là, sur les thématiques de couleurs, les thématiques, justement, enfance versus adulte, puis aussi l'espèce de... Là, on avait fait une analyse qui était psychoanalytique aussi, qui était, le ça, le moi, puis le surmoi, qu'on avait associé à l'enfance, à l'adulte, puis tout ça. Mais, en tout cas, on avait comme fait un gros travail, on était 3 là-dedans, on était 3 là-dedans, mais c'est un film que je trouve vraiment très bon, puis Robin Williams, c'est un de mes acteurs préférés, peut-être à cause de ce film-là aussi, mais c'est un film avec lequel j'ai grandi, malheureusement, parce que c'est un peu... non, c'est correct. Non, mais c'est tu sais, Peter Pan, on sait que c'est l'espèce de refus de la vie adulte, puis tout ça, mais c'est un peu quelque chose dans quoi je me vois aussi, j'ai l'impression, tu sais, vieillir, c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça, puis malgré le fait que je trouve que il y a comme cette peur-là de vieillir, de la mort aussi en parallèle à ça, évidemment, mais de l'autre côté, je trouve que la vie est mieux en vieillissant, fait qu'il y a comme cette espèce de dualité-là, mais... Faut rester un enfant dans notre cœur. Mais c'est ça, j'ai un tatouage qui dit « grow » sur mon poignet, bon, c'est ça, mais tout ça, là, toutes ces thématiques-là, puis ça vient me chercher beaucoup, puis je trouve que c'est une histoire qui est bien, puis j'ai la belle citation de Barry de James Barry dans Peter Pan qui est To die would be an awfully big adventure. Je pense qu'il existe aussi des gens qui ont créé To live will be an awfully big adventure, puis je trouve ça tellement beau, tellement magique, puis c'est mon fond d'écran de sel, c'est ça. Non, mais c'est correct, on est souvent influencé parce qu'on écoute quand on est plus jeune. Justement, dans la critique de Robocop que j'écrivais il y a pas si longtemps, je mentionnais que si je l'avais vu quand j'étais jeune, sûrement que ça m'aurait marqué. C'est peut-être autant qu'un Terminator que lui, j'ai plus grandi avec. Je l'avais en VHS chez nous. C'est peut-être pour ça que comme je distingue les deux, puis que je trouve vraiment Terminator plus le fun que Robocop. Vu aujourd'hui, j'ai comme moins de fun parce que il est plus vieux, je sais pas trop en fait, parce que des Terminator, on les a pas réécoutés si récemment que ça, là, mais, non, c'est vrai. Mais c'est ça, tu sais, mettons les films de Louis de Funès, moi c'est avec ça que j'ai grandi, puis c'est pour ça que j'aime les comédies françaises, alors que plein de gens détestent ça, mais c'est ça, mais en fait, toi puis moi, on a quand même une enfance complètement différente au niveau de nos références, nos films marquants, puis tout ça. Moi, j'étais plus justement dans cette espèce de magie enfantine-là, tu sais, des Mathilda, puis justement, Louis de Funès, j'en ai pas regardé avant, j'en avais regardé un avec mes colocs français
à Montréal en 2012, genre, mais tu sais, avec toi, on en a plus regardé, puis... pas tant que ça, là. Ben non, mais une coupe tu m'as permis de te faire écouter La soupe aux choux, puis peut-être un gendarme. Mais c'est parce que celui que j'avais regardé avec les gars, c'était... ça se passe dans un régime... Il y a des guerres d'avion, puis... la grande vadrouille. Il est long, il dure comme 3h30. Et pour te corriger, il dure 2h15 peut-être, là, mais oui. Mais c'est ça, c'était quand même costaud comme film, puis disons que ça a pas peut-être bien parti ma relation avec ce type de film-là, mais je sais c'est pas un film de Louis de Funès. Je sais qu'on va pouvoir en regarder d'autres, mais c'est ça. Moi, j'ai grandi avec des films magiques comme ça. J'ai une grande passion pour tout ce qui est anglais en général, tout ce qui est justement, je le dis sur le site de Ciné Histoire aussi, là, mais les films qui se passent à Londres, dans un vieux Londres, puis d'ailleurs ces deux-là, Great Expectations et Oliver Twist, c'est exactement ça. J'ai toujours aimé ça, les accents, les décors. J'aime, si vous pensez, disons, au Prestige, ben c'est exactement ce que j'aime d'un film, là, visuellement, puis tout ça. Donc, on va pouvoir approfondir cette notion-là, justement, de l'enfance oui. dans le deuxième, qui est Oliver Twist, parce que Great Expectations, au final, c'est pas vraiment un film pour enfants, j'ai l'impression. Non, mais Oliver Twist non plus. Par contre, le roman peut-être l'est un peu plus. En fait, je l'ai trouvé trash, Oliver Twist, pour vrai, mais on pourra y revenir dans la prochaine. Mais Great Expectations, il l'est quand même aussi à certains égards. Tu sais, je vais te laisser faire la fiche technique, mais c'est ça, c'est pas... moi, je pensais vraiment que c'était une histoire typique pour enfants, là. Puis c'est pas ça qu'on a, là, parce qu'en fait, les enfants, il y en a juste dans le premier tiers du film, là. Oui, le reste, tout à fait, mais en fait, pour ma part, j'avais pas vraiment d'attente là, face à ce film-là. C'est pas un roman de Dickens que je connaissais, puis finalement, mon Dieu, c'était vraiment surprenant, c'était vraiment bon, mais écoute, je vais faire la fiche technique rapidement. Donc, c'est un film qui a été réalisé par David Lean, qu'on retrouve là, dans le fond, après le numéro 22, qui était Summertime, que j'ai quand même pas mal aimé ça. C'est le numéro 1 de ta dizaine précédente. Oui, le numéro 1 de ma dizaine, puis il se place haut aussi là, dans mon top de tous les films. Donc, c'est ça, David Lean, dans le fond, qui est surtout connu là, pour Lawrence of Arabia, Bridge on the River Kwai ou A Passage to India ou Dr. Zhivago. Dans le fond, c'est sûr que c'est pas des films, je pense, qui sont dans la collection. Il y a quand même 8 films de David Lean dans la collection, mais en tout cas, on en a vu 3 jusqu'ici. Bref, on pourra revenir là-dessus. C'est sûr qu'on va je pense qu'on va vouloir les écouter. En tout cas, moi, ça m'a donné le goût de les écouter. Là. Laurence d'Arabie, c'est parce que ça prend du temps pour écouter ça. Là. C'est 3h30. Mais Laurence d'Arabie, c'est comme un des films préférés d'un gars avec qui j'ai déjà animé le gala personnalité à la polyvalente Baie-Saint-François à Valleyfield. Puis c'est un grand fan de cinéma qui a étudié aussi en cinéma au cégep. Bref, on le salue. Mais tu sais, je pense qu'après avoir vu les 3 de David Lean qu'on vient de voir, dans le fond, moi j'aime vraiment son travail, j'aime vraiment comment il traite là, la cinématographie puis tout ça, fait que j'ai l'impression qu'on va passer des bons moments là, avec les autres. Je les connais un peu toutes, là. C'est sûr, Lawrence of Arabia, c'est le film préféré de Steven Spielberg. Ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré beaucoup pour ses autres films épiques qu'il a fait. Bridge on the River Kwai, c'est un film de guerre, donc on n'est pas un grand fan de films de guerre, mais par contre c'est Pierre Boulle qui a écrit le roman, donc Pierre Boulle est surtout connu pour La planète des singes. Oui, tout à fait. Mais pour Bridge on the River Kwai, donc peut-être qu'on pourra lire le livre avant de voir le film, mais je pense qu'on l'a dans un coffret de guerre ici. Non, ça se peut, Dr. Zhivago, j'ai le vinyle du film, mais j'ai aucune idée en fait de quoi ça parle, mais c'est aussi un roman à la base. Puis Passage to India aussi, c'est c'est son dernier film là, que ça a pris 10 ans à concrétiser. Là, puis en tout cas, c'est non, mais c'est ça, je pense qu'on va découvrir des belles choses. Puis en tout cas, jusqu'ici, David Lean, je l'affectionne beaucoup. Là, mais en tout cas, on va pouvoir vous en rejaser. Donc, ce réalisateur-là a adapté justement Great Expectations et Oliver Twist, qui sont 2 romans de Charles Dickens. Il a aussi fait le drame Brief Encounter, qui, j'imagine, parce que c'est pas moi qui ai rédigé cette partie-là, c'est aussi un roman de... Non. Tout le reste, en fait, c'est qu'il y a eu une collaboration justement avec Noel Coward, puis il y a un gros coffret de Criterion justement entre Lean et Coward. C'est des pièces de théâtre qui sont adaptées, en fait, mais des pièces rédigées par Noel Coward.
puis qui sont adaptés. Brief Encounter, c'est son premier vrai... Ben non, c'est In Which We Serve, son premier vrai succès. Mais Brief Encounter est sorti la même année que Great Expectations, puis ça fait partie des Criterion, puis c'est très très connu, nominé à je sais pas combien d'Oscars, donc c'est une petite comédie romantique bien simple. À la Summertime, ben, probablement, mais pour vrai, je sais pas à quoi m'attendre non plus, parce que ça, c'est... David Lean, il y a vraiment comme deux phases dans sa carrière, là, vraiment des films plus intimistes, puis des gros films épiques, puis c'est ça, tu sais, Charles Dickens, il est un peu... je pense que ça résume bien sa carrière, parce que ça se veut un peu épique, là, tu adaptes un des romans les plus connus de l'histoire britannique, de la littérature anglaise, puis t'sais, il est tourné un peu comme un épique, mais ça reste qu'il est dans des studios, puis ça fait très studio aussi, alors que ces autres gros épiques, c'est ça, tu tournes pas du désert dans un studio, là, ou en tout cas pas au complet, mais où tu shootes pas Venise non plus dans un studio. Mais c'est ça, je trouve que c'est une belle... ça et Summertime, je dirais que ça englobe bien comme c'est à la fois le récit intimiste, puis comme la grosse cinématographie, puis les gros décors, décors-ish. Puis c'est ça, je trouve que c'est ça, il y a vraiment deux phases dans sa filmographie, puis j'ai hâte de passer à la phase épique aussi, mais là on a vu pas mal des films qui allient ces deux éléments-là, donc j'ai hâte de voir ces petits films, son petit drame de guerre. Ça ne saurait tarder, dans le fond, je sais pas sont à quel numéro, là, mais c'est ça. Sûrement loin. Il y en a 8 finalement dans la collection Criterion. Dans le fond, il commence David Lean sa carrière internationale avec Summertime, dont on a déjà parlé à l'émission 22. Il commence surtout sa carrière en tant que monteur, puis il était quand même assez familier là, avec le pictorialisme, qui est une espèce de style esthétique qui est pas mal semblable ou lié en fait à la photographie là, au fin 19e siècle, début 20e siècle. Dans le fond, le pictorialisme, c'est on va créer une image qu'on met en scène plutôt que de la prendre sur le fait. On en avait déjà parlé justement, ça me rappelait là, la pochette du Silence des agneaux qui n'était pas un vrai papillon mais inspiré d'une photo de Dali, de Salvador Dali. Qui étaient des corps de femmes, bref. David Lean a été une grande influence pour Spielberg, justement, on en parlait. Stanley Kubrick, Martin Scorsese et Ridley Scott. Il a été nominé 7 fois à l'Oscar du meilleur réalisateur, puis il l'a eu 2 fois. Donc, c'est quand même... très belle carrière, même s'il était détesté. On va y revenir aussi un petit peu. Ben, certainement. Donc, Great Expectations, c'est un film de 1946 qui est origine du Royaume-Uni, comme on disait. C'est un film qu'on pourrait classer comme aventure-drame. C'est bien évidemment inspiré du roman, donc ça pouvait pas aller ailleurs que dans les genres du roman. C'est un film d'une durée de 118 minutes, format noir et blanc, très carré, 1:33:1, donc du 4:3. Le producteur est Ronald Neame, sur qui j'ai pas trouvé particulièrement d'informations. Le scénario est signé David Lean et Ronald Neame aussi. Par contre, on a aussi plein d'autres crédits là, pour le scénario, donc... Anthony Havelock Allen qui a été nominé à 3 Oscars pour justement Great Expectations, Roméo et Juliette en 1968 et Brief Encounter dont on parlait avec David Lean en 1947. Il y a aussi Kay Walsh qui joue dans le prochain film. Puis qui est la femme en fait de David Lean. Ben, l'une des 8 femmes qu'il y a eu. Là, mais... Voilà, une des femmes de David Lean, mais elle joue aussi dans Scrooge en 1970 qui est aussi un Charles Dickens, fait que c'est pour ça que je suis allée le chercher. Il y avait Cecil McGivern de qui j'ai rien trouvé non plus, puis ben évidemment adapté d'un roman de Charles Dickens. La musique de Walter Gore, je sais pas trop comment le prononcer. Beaucoup de lettres muettes dans ce nom-là. Directeur photo Guy Green qui a eu un Oscar justement pour Great Expectations. Montage Jack Harris, décor John Bryan qui a gagné aussi meilleur décor pour ce film-là. C'est les deux seuls Oscars de ce film-là sur 5 nominations, je crois. Scénario. Je les ai écrites, j'y arrive dans quelques secondes. C'est un film qui avait un budget de 375 000 pounds, qui a fait au box-office 2 millions. Là, je pense que c'était 2 millions US. Là, fait que, tu sais, c'est là. Bon, c'est sûr que des pounds, c'est plus cher que du US, peut-être pas dans ces années-là. Mais c'est quand même bon pour l'époque, j'ai l'impression, là, en 46. De 2 millions, c'est considérable. Justement, les distinctions, on en parlait, donc ça a gagné aux Oscars meilleure cinématographie pour les films en noir et blanc, puis meilleure direction artistique et décor pour les films en noir et blanc aussi. Dans le temps aussi, juste la petite histoire, il y avait des nominations pour les films en couleur puis les films noir et blanc. Ça a duré jusque dans les années 50, je pense, puis après ça
ça a disparu vu que les films en couleur devenaient de moins en moins chers. Puis voilà. Bon, c'est bon. Puis nominé meilleur réalisateur, scénario et meilleur film. Donc quand même des belles nominations. Ouais. Donc de quoi ça parle? Parce que on a tous les deux pas lu le roman avant. On a Oliver Twist, on n'a pas Great Expectations. J'ai essayé de lire Oliver Twist, mais c'est quand même... c'est balèze. Là. Je l'ai trouvé en livre audio, il y avait comme 46 chapitres. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est des 500-600 pages. C'est pas quelque chose qui me fait peur d'habitude, mais j'ai pas le goût non plus d'attendre 2 semaines avant d'écouter un autre film. Donc, de quoi ça parle? Donc, ça parle de l'orphelin Philip Pirrip, qu'on surnomme Pip, en fait, qui vit avec sa sœur plus vieille et son mari qui est forgeron. Il croise Pip, en fait, il croise un évadé de prison alors qu'il se recueille sur la tombe de ses parents qui sont décédés. Donc, il l'aide un peu à contre-cœur en lui donnant de quoi défaire ses liens et se nourrir. Par contre, le prisonnier va se faire prendre à nouveau parce que la police le recherchait le secteur et tout, mais le prisonnier va pas dénoncer Pip en fait sur le fait qu'il l'ait aidé, quoique son beau-père en fait forgeron a dit on lui aurait donné de la nourriture de toute façon, même si c'est un prisonnier, il faut pas le laisser mourir. Donc on voit que c'est des valeureux. Là. Oui. Quelques temps après, Miss Havisham, qui est une aristocrate excentrique, demande Pip pour avoir de la compagnie puis jouer avec sa fille adoptive, Estella. Bon là c'était pas trop clair s'il voulait juste comme les divertir ou si c'était comme il voulait continuer à se venger sur les hommes, parce qu'on va le voir, ça devient aussi une thématique par la suite, mais c'est qu'en fait c'est ça, ils sont les deux sont comme un peu réticentes envers les hommes et l'amour en général. Là. Ils ont une relation amouraine avec l'amour. Là, ouais, c'est ça. C'est parce que Miss Havisham a pas un beau passé là, pour ses relations amoureuses. Elle vit un peu enfermée dans son château. Elle laisse pas la lumière entrer. Il y a son gâteau de mariage qui pourrit sur sa table depuis 20 ans. Puis, tu sais, c'est ça. Sa fille adoptive, dans le fond, elle est super belle, Estella, puis Miss Havisham, elle aime ça que Pip soit en amour avec, puis elle dit à Estella, mais fais-lui mal, puis blesse-le, puis tout ça, mais tu sais, je pense que c'est 50-50. Ouais, c'est ça, c'est très particulier comme relation, mais bon, c'est quand même relativement, pas touchant, mais tu sais, c'est bizarre. Mais Miss Havisham l'aime quand même. Là. Oh, Pip, surtout en vieillissant. Là, il va se développer une belle complicité entre les trois, dans le fond, mais enfin. C'est ça. Les trois vivent une relation particulière, comme je l'ai dit, jusqu'à temps que Pip atteigne 14 ans, où là, il doit devenir l'apprenti de son beau-père, donc il doit devenir forgeron, comme le veut la tradition. Donc là, il y a comme un gros flash-forward, et on se retrouve 6 ans plus tard, dans une très belle scène qui a introduit, je crois, là... le nouveau Pip, juste pour on va reparler un peu dans la cinématographie, mais notez ces passages du temps. Donc on les retrouve, c'est ça, 6 ans plus tard, alors que monsieur Jaggers, un avocat, informe Pip qu'un inconnu a décidé de lui fournir de l'argent pour qu'il devienne un gentleman à Londres, donc un benefactor en anglais, un bénéficiaire. C'est comme de la bienfaisance en fait, j'imagine, benefactor. Je le vois plus comme ça. Je vais peut-être préciser par contre que Pip, quand il est jeune, il joue justement avec des aristocrates pis ça, puis lui rapidement là, il veut comme quitter ses conditions pour s'élever à ce rang-là, donc c'est un désir qu'il a jeune, puis à 20 ans, mais on lui donne cette chance-là dans le fond. Fait que ça sort pas de nulle part là, qu'on vienne le chercher. Non, c'est ça. Puis on lui mentionne évidemment qu'ils ont des grandes attentes, qu'ils deviennent un gentleman, Great Expectations. Donc voilà le titre, on pourra approfondir peut-être, mais bon. Il s'embarque alors pour le voyage où il loge avec Herbert Pocket, qui est joué par Alec Guinness, qui va lui apprendre les rouages de l'aristocratie dans une scène quand même assez comique, là, où les deux ils mangent ensemble puis se racontent une histoire quelconque. Il raconte justement l'histoire de Miss Havisham, de pourquoi c'est ça. Elle vit comme ça, puis tout ça, parce que lui aussi, dans le fond, c'est... On l'a vu en étant plus jeune. Herbert, il habitait là, c'était comme pas clair. Il était là, en tout cas, puis il y a une belle scène où ils se battent, là, mais ils se battent pas sérieusement, là. Puis c'est ça, Herbert est tout le temps là aussi au château, puis il est
au courant pour je sais pas quelle raison, là, mais en fait, il sait qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de... dans le passé de Miss Havisham. Donc, il explique ça au souper, puis il rit bien de tout ça, là, mais c'est quand même dramatique. Ouais, quand même. On vous le spoilera pas, ou en tout cas, on va essayer de pas vous le spoiler, mais c'est ça, c'est de la grosse tragédie. C'est une belle peine d'amour, là, qui a de la misère à cicatriser, disons. Exactement. Donc, arrivé à maturité, c'est-à-dire 21 ans à l'époque, Pip retourne chez les Havisham où il apprend que Stella sera à Londres bientôt. Donc, il va aller l'accueillir et tout. Puis là, parce que Pip, c'est ça, entretient un certain amour impossible avec Stella. Mais elle, c'est ça, elle l'aime pas vraiment non plus. Bon, mais là, sans entrer dans le reste du récit nécessairement, là, le reste du film se concentre un peu sur cette histoire d'amour-là, mais surtout sur le retour de son fameux bénéfacteur, puis sur une tentative de le faire quitter Londres en douce parce qu'il est pourchassé par les autorités de la ville, parce qu'il vient d'une autre région, donc en tout cas. Vous écouterez le film pour en apprendre un peu plus. Donc, il y a certains faits saillants au film, en tout cas qu'on a décelé, toi et moi. On pourrait peut-être commencer par la distribution. Les acteurs, les actrices qui jouent dans le film, il y en a qui sont plus connus que d'autres. Il y a évidemment Alec Guinness qui joue un rôle assez mineur dans celui-là, qui va jouer un rôle plus grand dans Oliver Twist. Mais c'est le premier de 6 collaborations, je pense, avec Alec Guinness, c'est pas le premier, attends un petit peu. Mais je pense que c'est le premier film, c'est ça. Non, mais dans mon ordre de distribution, c'était pas mon premier, mais oui, effectivement, Alec Guinness a fait 6 films là, avec David Lean. Donc, on parle de Great Expectations, Oliver Twist, The Bridge on the River Kwai, dont on parlait, Lawrence of Arabia, Dr. Zhivago et A Passage to India. Fait que tout, c'est plus connu, dans le fond, là. Il a gagné joué, des Oscars, je m'imagine. Là, je les ai pas, par contre. Je peux aller les chercher, mais c'est ça, je pense que pour Bridge on the River Kwai, il avait gagné un Oscar. Alec Guinness parle, là, mais il en a gagné 2, je crois, au total. C'est possible. Puis sinon, c'est sûr que vous connaissez Alec Guinness comme Obi-Wan Kenobi dans les Star Wars originaux, là, donc la trilogie en 70-80. Gagné un seul Oscar, mais c'est ça, c'est pour celui que j'ai dit, Bridge on the River Kwai, mais il a gagné un Oscar honorifique aussi en 1980 pour sa carrière, mais bon, nominé à 1, 2, 3, 4, 5, 5 films, 5 Oscars, meilleur acteur ou meilleur acteur de soutien, donc quand même une belle carrière pour cet acteur-là, qui est clairement le plus connu de toute la gang, là. Il y a peut-être John Mills là, qui joue le vieux Pip, qui est quand même un peu connu, là, mais... Ouais, tu sais, John Mills, dans le fond, oui, peut-être, mais son film le plus connu, ça me semble être Ryan's Daughter, qui est aussi un film de David Lean, de 1970. Ça a gagné 2 Oscars, dont acteur de soutien pour John Mills, puis cinématographie. Fait que, encore une fois, David Lean frappe fort. Mais sinon, John Mills a pas... tu sais, il a joué dans Cats en 98, où il jouait Gus de Theater Cat, qui est le rôle de Ian McKellen dans le Cats qui est sorti. Je pense pas qu'il y ait tant de gens qui ont vu Cats. Mais non, mais c'est parce le plus récent. Parce que c'est ça. C'est chaque année, on va regarder un mauvais film au cinéma dans le temps des fêtes. Puis là, en 2019, c'était Cats qu'on est allé voir. Mais bon, le rôle de Ian McKellen, c'est celui que John Mills avait en 98. Sinon, il a joué dans la série Le Tour du monde en 80 jours, Ryan's Daughter, dont j'ai parlé. Il a joué, ça c'est intéressant quand même, c'est l'acteur, là, en fait, qu'on dit qui aurait joué le plus de rôles militaires dans sa carrière. Il en a joué 31. C'est des généraux, des soldats, tout ce que vous voulez dans le fond, puis ce serait plus que n'importe qui d'autre. Il a aussi joué dans Gandhi en 82, puis apparemment il y aurait eu un restaurant avec Richard Attenborough. Donc, qui est le réalisateur de Gandhi aussi, notamment, mais ce fait particulier, je pense, pour Great Expectations, c'est qu'il jouait... en fait, il joue Pip de 19 ans à 25 ans. De 19 à 25, ouais. Puis il y a 38 ans au moment... Ça paraissait. Mais on se l'est dit quand on regardait, tu sais, il y a quasiment des rides dans le front, puis il a pas l'air d'avoir... Mais il est pur, tu sais, je trouve qu'il était super bien casté. Il ressemble un peu à Joe Lo Truglio, là, qui joue surtout dans Brooklyn Nine-Nine, il joue Charles Boyle. Perfect aussi. Ben oui, je sais, mais tu sais, je trouvais que son rôle était similaire à Charles Boyle. Dans, je sais pas s'il y a un S à Boyle, mais dans Brooklyn Nine-Nine, justement, cette espèce de boule d'énergie-là, puis qui est quelqu'un de trop content. À chaque fois, il a toujours son petit sourire cute, il est tout innocent, il est vraiment... c'est ça, il est super attachant comme personnage, là, donc
C'est ça. Sinon, ben... tu sais, dans la distribution, là, il y a Estella, dont on a parlé, qui, elle, a pas fait grand-chose non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Estella. C'est Valérie Hobson, pardon, qui joue, c'est ça, la vieille Estella, qui a joué, bizarrement, là, dans une autre version de Great Expectations, 12 ans avant, où elle faisait le personnage qui s'appelle Biddy. Qui est la nouvelle femme du forgeron, en fait, de son beau-père. Ah oui, c'est ça, oui, la fille vraiment gentille. C'est ça, mais c'est pas un gros rôle, loin de... Non, c'est ça, mais dans Great Expectations, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de Color Purple, la deuxième là, qui arrive, c'est une actrice là, sur qui l'autre fantasme un peu, puis ils deviennent amis, Whoopi Goldberg et elle. Là. Enfin, c'est ça. Elle cherché ça loin, mais je comprends. Mais elle amène un peu de légèreté, puis tout ça, parce que l'enfance de Pip, avec sa sœur, c'était pas hyper joyeux. Mais en fait, c'est ça, elle jouait Biddy, mais on dit que ses scènes ont été coupées, donc c'est encore moins le fun. Puis sinon, elle a joué dans La fiancée de Frankenstein en 1935, mais c'est à peu près là ça, les faits les plus saillants. Là. Ouais, mais ben, je crois que Valerie Hobson, justement, c'était une de celles qui disait qu'elle a pas aimé tourner avec David Lean, là, parce qu'on sait c'est quelqu'un de très exigeant, de très dur avec ses acteurs. Ça n'a pas été le cas pour Alec Guinness pour ce film-là, mais ça va l'être plus tard dans la carrière de Guinness. Je pense notamment pour Bridge on the River Kwai. Ça a causé un froid entre les deux, là, puis en tout cas, ils n'ont pas retravaillé ensemble avant. Je sais pas si c'est pas... Non, Dr. Zhivago, j'imagine. J'ai pas les années. Mais c'est ça, donc on sait David Lean, c'est ça, il est connu pour être très difficile. Mais Catherine Hepburn aimait bien ça. C'est ça. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas, là, donc c'est ça. J'imagine que c'est un peu un Gilbert Scott ou quelque chose comme ça, là, quelqu'un qui est pas très aimé mais qui est compétent, fait qu'on tolère le fait qu'il est aimé. Mais bon, c'est ça. Alec Guinness, lui, a dit que c'était une de ses bonnes expériences de tournage, mais bon, c'est ça. Ça n'était pas pour tout le monde, malheureusement. C'est bon. Dans le fond, tu sais, à part là, ces personnages-là, je pourrais passer à Miss Havisham parce que les autres sont pas mal plus secondaires. Là. Donc, Miss Havisham, qui est jouée par Martita Hunt, qui a joué dans Les Maîtresses de Dracula en 1960, puis fait quand même cocasse, là. Alec Guinness, quand il avait comme autour de 20 ans, a engagé Martha Hunt pour avoir des leçons de acting, dans le fond. Puis elle a dit, mon Dieu, elle dit, vous pourrez jamais jouer, vous avez pas le talent et tout ça. Puis Alec Guinness, apparemment, c'est pas découragé parce qu'ils se sont retrouvés dans ce film-là. Donc, voilà. Sinon, à part ça, on avait aussi... Finlay Curry qui joue Magwitch, qui dans le film, qui a joué dans Ben-Hur, c'est le narrateur de Ben-Hur, puis aussi le personnage de Balthazar, puis il aurait joué lui aussi dans Le Tour du monde en 80 jours, mais là on parle d'un film de 1956. Sinon peut-être les deux jeunes aussi qui sont quand même assez bons, là. Anthony Wager, pardon. Oui. Wager probablement, et Gene Simmons qui jouait Estella. Pas confondre avec Kiss puis Gene Simmons. Là. Non, Gene, non. Anthony Wager, donc petit Pip, qui faisait son premier rôle avec ce film-là. Puis c'est quand même particulier, là, mais à une des projections du film, dans le fond, ils ont demandé dans la salle de cinéma s'il y avait des gens dont c'était l'anniversaire. Puis il y avait Michael Caine qui était là, qu'on connaît comme plusieurs rôles, là, mais bon, Michael Caine, puis c'était sa fête à lui, donc Michael Caine a pris un thé avec Anthony Wager parce que comme gagné ça, là, vu que c'était sa fête. Puis on disait aussi de Anthony Wager, il a vécu longtemps avec Brian Desmond Hurst, qui est un réalisateur qui a fait justement Scrooge en 1951, qui est aussi un Dickens. Fait que tout est dans tout. Exactement. Tout le temps. Ben, tu sais, ça, je pourrais déjà peut-être le mentionner, là, mais des adaptations de Great Expectations ou de Oliver Twist, il y en a à la tonne. Tu sais, la première adaptation, ça serait un court-métrage en fait de 1909 qui s'intitulait The Boy and the Convict. Mais la première avec le titre de Great Expectation a été faite en 1917. En tout, il y a eu 10 films, plusieurs téléfilms aussi là, qui sont inclus là-dedans, dont le plus connu est celui de Lean et celui d'Alfonso Cuarón en 98 avec Gwyneth Paltrow puis d'autres gens là,
qui me viennent pas en tête. Il y a eu aussi 5 séries télé. Donc c'est ça. C'est sûr que c'est l'équivalent. Heureusement, notre roman fondateur à nous, Harry Potter, a juste une version à peu près. Là. Mais pourtant, ça fait comme 20 ans. Là, ouais, on parle de 2001 le premier. J'imagine que Warner Brothers renouvelle les droits pour pas qu'il y ait de nouvelles versions. Ouais, ben en même temps, tant mieux, parce que je pense que ça vieillit bien. Tu sais, à chaque fois qu'on les regarde encore, il y a rien qui a vraiment mal vieilli là-dedans, sauf peut-être le plan sur le visage de Neville quand il est en balai, là, mais de Harry. Non, Neville, quand on lance le rappel tout, là, puis là, son balai devient fou un peu. Ouais. Ben non, mais vous ferez pause, vous verrez. C'est ça. Sinon, mais c'est ça, la distribution, Gene Simmons, c'est ça qui restait. Gene Simmons, dans le fond, elle a comme une pas pire carrière, là. C'est un fait à noter, c'est que Alec Guinness a gagné un Oscar. Bridge on the River Kwai. Exactement, puis il était pas présent, donc c'est elle qui est allée le chercher en son nom, fait que c'est quand même cool à savoir. Sinon, je voyais qu'elle a quand même eu, c'est ça, une bonne carrière, là. C'était le premier choix du réalisateur pour faire le rôle qui est finalement allé à Audrey Hepburn dans Roman Holiday. Puis tu sais, Audrey Hepburn, ça a quand même, c'est un film marquant de sa carrière, mais finalement, elle n'a pas pu le faire parce que Howard Hughes, il détenait son contrat dans le fond, puis il a refusé de la prêter à Paramount, donc elle a pas pu faire ce film-là. Puis c'était aussi elle qui aurait dû avoir le rôle qui est finalement allé à Judi Dench dans As Time Goes By, qui est une série télé en 92, donc série télé ou film télé là, mais en tout cas en 92, donc Judi Dench qui est aussi quand même une figure marquante là, des acteurs britanniques, donc c'est ça. Sinon, elle a joué dans Star Trek, la série télé en 91. Elle a joué dans Great Expectations en 89 à la télé, le rôle de Miss Havisham. Puis elle a joué dans Hamlet. C'est ça. Tous les trucs britanniques là, que c'est ça. Mais c'est ça, l'important, je pense, c'est que tout le monde était quand même bien casté. Je trouvais, là, tout le monde jouait, tu sais, juste à la fine ligne, là, sur la fine ligne entre comme être quelqu'un du 18e siècle puis pas avoir l'air malaisant. Là. C'est pas du gros anglais non plus qu'on nous sert, là, comme on était habitué dans des pièces de Shakespeare ou des affaires de même avec des tailles puis des daos puis des c'est des mots qu'on dit plus aujourd'hui. Là. Donc ça c'est quand même assez bien, mais ça c'est une très belle distribution. Parlons un peu justement de cette histoire-là, parce que j'amalgamerais même l'histoire et l'adaptation, parce que c'est jamais facile nécessairement adapter un roman au cinéma. On sait que c'est deux médiums assez différents. Je lisais un article, je me souviens plus c'était où, qui disait un roman, ça repose beaucoup sur le ton et le style d'écriture, alors qu'au cinéma, le film repose beaucoup sur la structure et l'histoire. Puis comment le film est monté et non pas sur le style d'écriture particulièrement, puis je trouvais ça assez approprié, mais l'article mentionnait aussi que pourquoi ça a été facile à adapter, que ce soit Great Expectations ou Oliver Twist, c'est que Dickens il l'écrivait un peu comme ce serait écrit un scénario de film. En fait, c'est très toutes les histoires sont bien reliées, les gens sont très verbaux. Ils disent beaucoup ce qu'ils pensent sans nécessairement le penser, parce que c'est ça, quand c'est dur quand c'est une page au complet qui explique que le personnage pense qu'il est triste puis tout, puis de mettre ça à l'écran, c'est comme pas évident. Mais Charles Dickens, dans sa structure déjà, il construisait vraiment des histoires pour que ce soit des twists and turns puis des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces romans qui ont été adaptés. On sait Scrooge aussi, je sais pas comment ça s'appelle, c'est Christmas Carol, je pense. C'est ça? Ouais. Il semble que c'est ça, là. Oui, c'est Christmas Carol, mais c'est ça, c'est des trois fantômes, puis c'est être bien. En français, j'ai aucune idée du titre. Je cherchais pas en français, je cherchais parce que Scrooge, on connaît la version de Bill Murray, mais il y a eu d'autres versions aussi qui s'intitulaient comme ça. Mais c'est ça, c'est jamais facile. Puis je sais pas, toi, je pourrais te poser la question. Est-ce que quand c'est un livre que t'aimes, là, c'est sûr que l'exemple d'Harry Potter est facile à prendre, mais tu sais, il y en a probablement d'autres. Est-ce que t'aimes ça qu'un film soit ultra fidèle à ce que tu as lu, ou t'aimes ça que justement qui prennent, mettons, l'essence du récit puis qui le transpose au cinéma? Je vais me baser sur Harry Potter justement parce que je pense que c'est un exemple facile à discuter là, mais
dans le fond, je te dirais que j'aime bien quand c'est fidèle parce que, justement, pour prendre l'exemple de cette série-là, tu sais, il y a le 1, le 2 qui sont vraiment pareils, puis après ça, il y a Alfonso Cuarón qui a fait le 3, puis le 3, ça a été longtemps mon roman préféré, puis après, ça a été le 5, puis le 7. En fait, le 6 que j'apprécie beaucoup, mais je trouvais pour la première fois que là, on était complètement ailleurs, puis ça m'a déstabilisée, puis j'ai pas aimé ça, puis il a fallu qu'on le réécoute une fois ensemble, vraiment longtemps plus tard, où là j'ai fait finalement c'est vraiment bon, c'est vraiment pas si pire, mais tu sais ils ont changé la cabane de Hagrid, ils ont changé, non mais tu sais pareil dans le 1, dans le 2, dans le 3 il y a une montagne, ça a plus rapport, tu sais on n'est pas du tout au même à la même place dans le fond, puis c'est quelque chose qui m'irrite quand même pas mal quand je lis, puis à l'inverse le 6 qui est aujourd'hui mon préféré livre et film, c'est ça parce que là il y a plein de choses qui changent dans le 6 là, il y a plein d'affaires qui sont vraiment le fun, puis je pense que j'avais le bon âge aussi pour vieillir avec les personnages en même temps, mais non, la vraie réponse serait que j'aime ça quand c'est fidèle, parce que aussi on se fait des images souvent là, quand on lit, tu sais, les premiers Harry Potter sont sortis, les livres puis les films ils étaient pas là encore, donc on se fait des images, puis après ça on nous montre quelque chose, fait que là c'est rendu difficile de faire une séparation entre les deux, on va aller prendre plus que les films nous offrent. Quand ça se colle au livre, pour moi en tout cas c'est plus intéressant, là. Fait que je sais pas, toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? J'ai l'impression que c'est pas la même. Au départ, moi aussi, je pense que c'est vraiment... Je suis d'accord avec toi pour des livres que j'apprécie vraiment. Tu sais, il y a Harry Potter, il y aurait... quoi d'autre? On regarde, on est dans le bureau, c'est ça, dans le bureau. Et il y a peut-être Dune ou tu sais, La planète des singes, 2001, Odyssée de l'espace, tu sais, qui sont quand même assez fidèles, je trouve. Mais par contre, si je prends, mettons, l'exemple du Seigneur des Anneaux, là, l'avoir adapté fidèlement, là, ça aurait été complètement autre chose. Là. Ça aurait pris, premièrement, probablement plus que 3 films. Mais, tu sais, Frodon a 46 ans. Ça aurait pas donné... Ça aurait pas eu le même charme, j'ai l'impression. Puis là, ce que Peter Jackson a fait, tu sais, il est vraiment allé à l'essence du récit. Et, tu sais, raconter la trame avec les moyens qu'il pouvait. Puis, il a réussi à rendre... En tout cas, moi ça reste mes films préférés de tous les temps. On le sait, toi. Mais tu sais, puis j'ai lu... je les ai pas tous lus, en fait, Seigneur des Anneaux. J'ai lu le Hobbit, puis ça aussi, on est allé un peu loin du Hobbit. Mais j'ai lu le Seigneur des Anneaux 1, puis tu sais, c'est quand même similaire, mais il y a quand même beaucoup de différences. Puis j'avoue aimer plus ce que Peter Jackson a fait avec le Seigneur des Anneaux que J.R.R. Tolkien. Là. Désolé si vous me lancez des flèches, mais non, la raison pourquoi je posais ça, c'est qu'en fait, avant que je mentionne. Oui, je voulais juste préciser, puis j'en parlais de ça avec notre ami Antoine dans les livres de Dan Brown. Ça aussi, c'est de bon exemple. Que j'ai tous lus, dans le fond, puis Tom Hanks, qui est un acteur que j'affectionne particulièrement, mais il y a le plus récent, celui qui se passe au Capitole. Non, le symbole perdu. Lui, il n'a pas été adapté. En tout cas, je pense que c'est lui, là, je m'en rappelle pas vraiment, mais non, mais il a été adapté, celui dont je parle. Fait que non, c'est probablement pas lui. C'est Inferno, donc ils ont changé la fin dans le film, puis dans le livre, c'est une fin qui surprend, qui est le fun, puis tu te dis crime, ils nous ont pas tout donné, tu sais, il a fallu qu'on fasse des concessions, c'était un peu un Mexican stand-out, stand-off, mais dans le film, je sais pas qu'est-ce qui leur a passé par la tête, ils ont décidé de changer la fin, peut-être pour plaire au public, mais moi, ça m'a vraiment fatiguée, parce que dans le livre, tu te dis, ok, c'est pas facile, mais on l'accepte dans le fond, puis là, dans le film, ils ont comme enlevé tout ça, là. En tout cas, pour ceux qui l'ont lu et vu, vous comprendrez, là, mais c'est ça. Puis un autre bon exemple serait Le Silence des agneaux, que j'avais lu pas longtemps avant qu'on fasse l'émission. Puis, tu sais, c'est vraiment la même chose. Hunger Games, c'est pareil. Puis j'aime ça, quand c'est la même chose. Même si j'ai vu le film avant, ou inversement, là, j'aime ça, finalement. C'est peut-être une petite paresse que j'ai, là, mais enfin. Non, mais je mentionne ça, en fait, parce que la fin de Great Expectations est beaucoup plus dramatique, en fait, que la fin dans le film, du roman. Dans le roman, est plus dramatique. Je me disais, mon Dieu, dans le film, c'est tellement... Ouais, non, c'est ça, dans le film, c'est allégé un peu, puis c'est ça, ça a été... c'est Lean, en fait, parce que Lean, il avait jamais lu de Dickens avant de faire le film, ce qui est quand même assez surprenant, surtout qu'il va faire un autre film après. Mais l'idée lui est venue
en allant voir une pièce de théâtre sur Great Expectations, une pièce de 1939 qu'Alec Guinness avait écrite et qui jouait dedans aussi, qui jouait le même rôle, Herbert. Puis lui, justement, Guinness avait réduit au minimum toute l'histoire, puis il y a eu plusieurs raccourcis dans l'histoire, dans celui-là et dans Oliver Twist aussi. Mais bon, Alec Guinness, c'est ça, pour Great Expectations, il était vraiment allé basic. Puis David Lean a vraiment adoré cette version-là qui était très concise parce qu'on sait que Charles Dickens, c'est des gros livres, puis il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de... pas de répétition, mais c'est très, très classique, là, t'sais. Pas que ça manque de style, mais pour en avoir lu un peu, là, c'est très in your face, là. Les personnages se cachent pas pour dire ce qu'ils pensent puis tout. Mais bon, c'est ça, puis Lean est vraiment allé au cœur, puis c'est ça en fait, les lecteurs aiment pas beaucoup cette adaptation-là à cause... c'est ça, des nombreuses entraves à l'histoire, notamment la fin, qu'on vous spoilera pas, mais que je pourrais te spoiler en dehors des ondes. J'ai très hâte. Mais notamment, c'est ça, il va remanier un peu la famille de Pip. Pardon, il va renier, dis-je, la famille de Pip, ce qui n'était pas nécessairement dans le livre. Il y a l'existence, disons... Doom, là, j'ai pas trouvé le terme français, là, maudite ou je sais pas quoi, mais de Avisham qui est pas la même non plus dans les deux. En tout cas, c'est ça, on est vraiment allé straight to the point. Puis je sais pas si j'avais lu le livre, si j'aurais plus aimé le livre ou le film au final, mais je sais que c'est ça, pour les livres qui me tiennent vraiment à cœur, on dirait que ça me dérange là, qu'un réalisateur ou qu'un scénariste parte complètement ailleurs pour faire une autre fin ou peu importe, mais t'sais, pour des livres qui me sont pas tant familiers, on dirait que ça me dérange pas. Mais si on adaptait, par exemple, les robots, il y en a eu une semi-adaptation avec Will Smith, là, si on adaptait les gros trucs. On n'est pas à la même place du tout. Là. Je suis en train de le lire, justement. Mais un bon exemple serait Game of Thrones, qu'on modifie tout, puis que peut-être qu'on sait pas encore, mais peut-être que la finale va être pareille dans le livre que dans la série. Il a dit qu'il allait écrire autre chose juste parce que le monde a trop chialé sur la fin. Là. Fait que, c'est sûr que c'est facile quand c'est pas écrit encore, là, mais en même temps, ils ont utilisé beaucoup de raccourcis, je pense, dans la dernière saison. Là, mais tu sais, dans c'est ça, les 2-3 dernières saisons, il n'y a pas vraiment de livre non plus qui accompagnait ça. Donc, mais il y a eu plusieurs changements à l'histoire originale, ce qui fait comme deux produits complètement différents. Puis je trouve ça particulier parce que surtout, mettons, pour des films qui basent leur auditoire un peu sur ces fans-là avides qui veulent voir justement leur film porté à l'écran. Là, il y a Dune qui s'en vient, puis là, Denis Villeneuve, lui, il s'est assuré que ça soit ultra fidèle. Ce qui est peut-être une bonne chose, mais pour avoir lu Dune, c'est comme dur à adapter. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup comme justement de narration, pas de narration, mais de pensée des personnages qui sont pas mentionnés. Il y a des extraits d'encyclopédie. Ils vont-tu mettre ça dans le film? Je sais pas, pour vrai. David Lynch a voulu faire ça, justement, puis ça donne Carl McLachlan qui se murmure à lui-même dans l'oreille de comme The spice is a worm, the worm is the spice, puis qui fait juste penser un peu, puis tu sais, ça a été une des pires adaptations. Dans Twin Peaks, ça? Ou non, dans Dune. Dans Dune, ok, ouais, c'est ça. Excuse-moi. Puis non, c'est ça, fait que j'ai l'impression que c'est toujours un jeu dangereux d'adapter quelque chose, mais je pense que ça, c'est un exemple que ça a été bien réussi. Ça a été bien réussi aussi parce que c'est je parle de Great Expectations, là, parce que c'est allé outre l'histoire un peu, puis ça allait approfondir des aspects qui sont purement que dans un livre c'est un paragraphe, mais que ça va nous suivre tout au long du film, c'est-à-dire la cinématographie ou les décors. C'est bien facile de décrire un décor dans un livre, mais de le mettre vraiment comme c'est décrit, c'est une chose difficile. Puis je pense que le film le fait bien aussi, notamment, il y a plusieurs beaux aspects, là. Il y a de la force perspective là, que moi j'apprécie beaucoup parce que c'est dans le Seigneur des Anneaux. Mais de la force perspective, c'est comme disons l'effet spécial de base, là. Il y en a une dans la scène d'introduction justement où au cimetière les pierres tombales, c'est quasiment expressionniste un petit peu là. Il y a les pierres tombales un peu déformées puis disproportionnées, puis l'église dans le fond, en fait l'église mesurait juste 3 mètres, mais en la plaçant plus haut puis plus loin ça faisait comme si elle était immense puis tout. Il y a ça, il y a plusieurs belles scènes au niveau de la cinématographie aussi, parce que pour se rendre
dans ce cimetière-là, il faut comme passer une espèce de langue de terre là, qui est comme dans un marais. En tout cas, c'est vraiment particulier. Il y a du brouillard partout. L'ambiance, ça fait vraiment un film d'horreur, là, limite, au début, du moins. Mais c'est ça, ces décors-là, puis comment la caméra bouge aussi. Toi, je sais que tu avais des exemples aussi de comment elle bouge, mais c'est vraiment un très bon travail, puis qui est comme un peu précurseur de ce qui va se faire chez David Lean par la suite. Mais j'aimerais ça que tu nous dises justement, que tu nous parles un peu de comment tu as trouvé ça, les décors, l'image. C'est un film en noir et blanc, donc on a un peu. C'est comme dur de voir les couleurs, évidemment, mais comme, c'est vraiment. On joue beaucoup avec la lumière, on joue beaucoup avec... Ouais, ben c'est ça. En fait, là, c'est sûr qu'on a regardé les deux assez rapprochés, là, fait que j'ai pas... Puis ils se ressemblent beaucoup, les deux films aussi. Fait que, tu sais, je sais pas, les exemples que je vais nommer sont où, là. Mais, dans le fond, tu sais, un des plans là, qui m'a vraiment marqué dans Great Expectations, c'est qu'ils sont dans une espèce de champ, à un moment donné, son beau-frère, puis lui. Puis je pense que c'est un décor, là, le champ. En tout cas, ça a l'air d'être ça, là, parce qu'il y a rien qui bouge pis tout, mais on voit deux silhouettes, puis c'est complètement noir, deux silhouettes dans le fond de Pip puis de son beau-frère collés là, sur ce décor-là, puis c'est tellement beau, là, c'est vraiment parce que c'est vraiment des silhouettes, en fait, c'est noir, il y a pas d'ombrage, il y a pas de définition de visage, ou, tu sais, à la limite, ça peut être même des dessins, là, je sais pas comment ils les ont faites, ces silhouettes-là, mais c'est tellement beau, puis je l'avais noté parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir. Puis c'est ça, je me demande justement comment. À l'époque, c'était des décors, puis aujourd'hui, c'est du CGI. Fait que, tu sais, ça a l'air crédible, mais en même temps, on s'en fout parce que c'est du CGI. Tu sais, mettons dans les premiers Harry Potter, le chemin de traverse, oui, c'est juste les devantures qui sont faites, mais c'est des décors, c'est du concret. Tu sens que t'es vraiment là. Aujourd'hui, on dirait que même si l'histoire se passe à New York, on n'est pas à New York. Puis on n'est pas ailleurs non plus, on est dans un studio, là, puis ils vont modéliser la rue. Puis je veux dire, une rue, il y en a partout. Là. Allez dans le parking du studio, puis il va en avoir une rue. Là, c'est ce qu'ils ont fait dans The Office. Le bureau, c'est le studio de tournage, justement. Mais... non, c'est ça, j'avais noté aussi mais moi, ce que j'aime, c'est les jeux de lumière, tu sais. Mettons, il y a quelqu'un qui va marcher dans un corridor, puis là, ça va être éclairé un peu au début, puis là, après ça, il n'y aura plus de lumière, ou tu sais, ça va juste être le chandelier qui va traîner. Il y a Pip qui a des chandelles, puis il marche dans le château pour se rendre au bureau, comme de Miss Havisham, puis là, t'as la petite Estella qui le suit, puis là, elle dit « Non, moi, je rentre pas dans cette pièce-là. » Là, elle s'en va, on la suit un peu, ça devient tout noir, il y a juste la chandelle qui est active, dans le fond. Il arrive au bout du couloir, puis là, c'est la lumière dans la pièce qui vient éclairer la partie du corridor où il est rendu. Là, ça, j'ai trouvé ça vraiment très habile. Puis, maudit que ça ressemblait à La Belle et la Bête. Hein? La maison de Mrs. Havisham. C'est deux films qui sont sortis la même année, aussi en 1946. C'est vrai. Sont pareils. Puis d'ailleurs, j'ai appris, on l'a pas vu, là, mais on a passé proche de l'écouter à un moment donné. Mais il y a une maison qui est similaire, en fait, qui est pareil dans Sunset Boulevard, qui sort en 1950. Là. On y fait référence même comme étant une maison... de Mrs. Havisham, mais les décors là, sont vraiment... Les deux maisons sont vraiment identiques, donc celle de Havisham et celle dans Sunset Boulevard. Mais c'est ça, c'est vraiment très gothique. Ça fait... On dirait vraiment que c'est une histoire d'horreur, là, à la limite. Quoique, tu sais, Charles Dickens... pas Charles Dickens, mais... voyons, le Scrooge, là, j'ai perdu le Christmas Carol, tu sais, même ça aussi, c'est comme limite apeurant, c'est des fantômes qui viennent te voir pour te dire que t'as été méchant. Ouais, c'est ça, c'est aussi parce que le personnage dans Scrooge, c'est quelqu'un de merdique, là, qui a pas eu une belle vie. Mais il y a beaucoup d'influence, c'est ça, du cinéma d'horreur, j'ai l'impression, là, dans Great Expectations, beaucoup plus que dans Liver Twist, même si, tu sais, même Fagin, tu sais, il est pas beau. Puis en tout cas, c'est ça. Il y a plusieurs éléments d'horreur. On va pouvoir en parler, mais ça, les décors, là, t'as-tu retrouvé l'exemple que tu voulais mentionner? En fait, c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de mouvements. On était plus en cinématographie, mais tu sais, il y a aussi beaucoup de moments où on est à l'extérieur, la caméra va suivre, un peu comme dans M, dans le fond, là, qu'on passait à travers un carreau de fenêtre. Mais ça, j'en ai noté quand même pas mal.
Puis il y a au début aussi, tu sais, puis dans les 2 films, ça fait ça, il y a vraiment le livre qu'on voit, dans le fond, puis dans celui-là, je pense que c'est vraiment comme le livre écrit, là, on a l'espèce de grosse lettre au début, là, toute avec plein de fioritures, puis là, t'as le texte à côté, puis on lit ça, puis là, les pages, ils tournent dans le fond toute seule jusqu'à temps qu'on se fonde un peu dans l'histoire, puis ça pouvait peut-être rappeler un petit peu Walkabout là, tu sais, ils ont fait ça beaucoup dans Walkabout aussi, bon, on n'est pas à la même place là, mais c'est ça, il y avait ça qui était c'est un procédé qu'on a vu dans plein d'autres trucs aussi par la suite, puis dans Liver Twist c'est la même chose mais fait différemment là, fait qu'on on y reviendra, mais non, c'est beau, tabarouette, c'est vraiment les décors sont vraiment super beaux aussi là, justement le château de Miss Davisham, mais sinon même les costumes, tu sais, Pip, son espèce d'habit d'aristocrate, dans le cou, puis c'est cute là, fait que les images de Londres aussi, ça fait très studio, mais tu sais une rue, tu sais un peu tout croche, un peu ça reste l'aristocratie, alors que dans Liver Twist c'est plus comme les bas-fonds de la ville, mais tu sais c'est très beau, les rues de Londres, puis c'est vraiment un beau travail qui est fait. Je vais terminer peut-être mon intervention avec un autre plan que je trouve vraiment cool, puis c'est où je vous avais dit de porter attention, c'est quand il y a l'ellipse de 6 ans. C'est ça, quand il y a l'ellipse de 6 ans, le premier plan où on retrouve justement Pip, c'est des ombres. En fait, c'est lui et son beau-frère. Puis là, ils sont en train de forger quelque chose. Puis c'est ça, leurs ombres sont projetées justement sur la porte. Puis là, tu sais, on sait là, que la narration le dit, ça fait 6 ans et tout. Fait que là, on est comme dans l'attente de voir le personnage. Puis là, la première fois que tu le vois, c'est son ombre, c'est même pas lui. Fait que là, ça prolonge un peu l'attente. Puis ils sont justement placés un à la face de l'autre, Pip et son beau-frère. Puis là, quelqu'un ouvre la porte qui vient séparer un peu les deux, puis c'est justement l'avocat qui vient comme changer la vie d'une certaine façon de Pip. Donc ça, je trouvais ça brillant parce que l'avocat coupe les ombres entre les deux, puis il fait juste entrer dans la pièce, puis là c'est là que c'est l'élément déclencheur du film là, essentiellement. Fait que j'ai trouvé ça très très habile, puis ça monte une certaine, pas une tension, mais une attente, parce qu'on veut voir ça va être qui finalement cet acteur-là. C'était vraiment beau, les ombres, ça rappelle aussi Peter Pan justement, où il y a vraiment, vous le savez, là, dans Peter Pan il y a vraiment comme une espèce de combat avec son ombre là, fait que bref, mais justement l'avocat là, le personnage c'est Mr. Jaggers, est joué par Francis L. Sullivan, qui joue aussi dans Oliver Twist, fait que je vais peut-être juste faire quelques points là. Donc dans le fond, lui de son côté il a joué Hercule Poirot 2 fois au théâtre, puis il est devenu un bon ami de Agatha Christie là, par la suite. Il a joué 2 fois le même rôle de Great Expectations dans 2 adaptations différentes au cinéma. On voit que c'est des gens qui restent fidèles dans le fond. Puis, c'est sûr que quand t'es en... Tu sais, c'est comme ici, là. Tu peux pas avoir joué dans une pièce de Michel Tremblay. Tous les acteurs du bottin des artistes ont joué dans quelque chose de Michel Tremblay. Fait que c'est un peu le même principe. Peut-être. C'est soit Shakespeare ou soit Dickens là, qui font les acteurs britanniques. Là. C'est les deux grands dramaturges. Ou comme un acteur français, c'est sûr qu'ils ont tous joué dans quelque chose de Molière ou dans. C'est l'équivalent, c'est ça, c'est leur équivalent en fait de théâtre. Puis surtout que on sait, c'est plus populaire au Royaume-Uni le théâtre qu'aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis c'est plus les comédies musicales, c'est des trucs comme ça. Mais effectivement, mais quand tu dis qu'ils sont fidèles, disons, il a joué justement dans 4 films adaptés de romans de Charles Dickens. Donc j'avais nommé 2 fois Great Expectations, fait que bon, 4 films mais 3 œuvres. Là. Puis le dernier c'était Mystery of Edwin Drood, donc que j'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est ça, donc un fidèle de Dickens. Puis dans les 2 films là, un personnage quand même le fun là. Dans Great Expectations un personnage vraiment plus gentil, mais dans l'autre c'était le fun aussi. Puis bon, c'est posé la question, on le savait pas trop, mais c'est ça, on n'est pas dans le même registre là. Il est plus Oliver Twist c'est plus sombre là. C'est plus ouais, ça a une finalité plus sombre, mais je pense que c'est plus dark dans celui-là. Ben ouais, je sais pas.
C'est pas. C'est plus pessimiste en tout cas dans Liver Twist. Ben, ça, c'est sûr. Ben, c'est ça, exactement. Là, c'est plus dans Great Expectation, on est plus dans une lutte de classe entre la bourgeoisie puis la classe ouvrière, mettons. Mais tu sais, quand on le regardait, on se demandait justement. Moi, j'avais peur un peu, tu sais, que ça soit vraiment dramatique puis tout, parce que je savais qu'Oliver Twist, il a pas une enfance facile, tu sais, il se fait un peu battre, il se fait, bon, il est pas vraiment aimé là, par les endroits où il se trouve, puis finalement, dans Great Expectations, je me demandais si on allait avoir quelque chose de super dramatique, parce qu'on le dit, là, on a des grandes attentes pour vous, puis là, je me disais, oh mon Dieu, est-ce que ça va de tel bord ou de l'autre, tu sais, puis finalement, ça va du bord le plus positif, là. Fait que c'était le fun, ça a fait du bien. Ouais, ben c'était vraiment un film ultra sympathique. Je terminerai avec quelques petites infos, puis après ça, on pourra parler de notre note, de donner notre note. Oui, et le petit changement de cette chronique. Il y a The Age of Innocence, qui est similaire à ce film-là, un film qui fait partie de la collection, mais qui est fait par Martin Scorsese aussi, avec Daniel Day-Lewis, une espèce de triangle amoureux là, dans le Londres du 19e siècle. Donc, je sais pas à quel point ça pas sa copie, mais ça s'inspire de. Mais c'est ça. Martin Scorsese a dit que Great Expectation était une influence pour son film. Il y a un épisode de Dawson's Creek qui reprend la timeline, disons les principaux éléments de Great Expectations, comme dans un épisode de Will and Grace. J'ai jamais écouté ça. J'ai jamais regardé ça non plus. J'ai jamais eu le courage, mais dernier... Je pense pas que t'aimerais ça. Ça a l'air d'être une espèce de sitcom. Pas un grand fan de sitcom, mais la dernière est quand même intéressante. C'est qu'à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, dans le film, Pip est comme malade un peu, puis là on voit la caméra en point of view, puis là il se dirige vers chez eux, il rentre chez eux, il va s'effondrer dans le lit directement, puis là il tombe malade ou je sais pas trop quoi. Mais ça a été repris quasiment plan par plan dans Mulholland Drive de David Lynch, alors que le personnage de Naomi Watts, c'est ça, je sais pas si c'est dans le reveal du film que là elle se sent pas bien puis elle s'en va de même, mais en tout cas c'est ça, une espèce de caméra point of view puis qui s'effondre dans le lit. On a vu ça il me semble qu'on a vu ça dans un autre Criterion en plus là. Je me souviens pas c'est lequel, mais bon. Déjà? Dans les 30? Ouais. C'était peut-être même dans La Belle et la Bête. Non, je pense pas. En tout cas, peu importe. Mais c'est ça a été inspiré un peu de ça, quoique tu sais, c'est comme un peu on dirait que c'est comme... C'est peut-être pas inspiré nécessairement, mais comme Lynch est un des premiers à l'avoir fait du moins. Là. Mais tu sais, c'est comme... C'est une vision qu'on a tendance à avoir. C'est comme, ok, je vais le présenter malade. Fait que on va shaker un peu la caméra, puis on va aller le faire s'effondrer à quelque part, puis scene. Donc, je pense que c'est ce qui conclurait notre émission sur Great Expectations. Tu veux vous expliquer pourquoi je ris, là, en fait, parce qu'on a regardé le film interactif de Kimmy Schmidt il y a pas longtemps, puis... il y a Titus Andromedon qui est mon personnage préféré de cette série-là. Puis je pense le tien aussi, je pense. Puis Titus regarde un bébé qui pleure, puis à la Titus dit « And the scene, baby! » Puis c'est ça, le bébé arrête pas de pleurer, puis Titus est vraiment fru, puis c'est... voilà. C'est pour ça que... plutôt moyen, mais bon. Ouais, c'était pas très bon. C'est un autre débat. Et écoute, quelle note tu lui donnerais? Parce que là, tu veux changer... oui. Ça te mélange en étoiles. Moi, je veux parler en étoiles, puis toi, tu parleras... tu veux faire ça? C'est parce que nos critiques sont en étoiles. C'est ça. Bon, nos critiques sur Ciné-Histoire sont en étoiles sur 5, dans le fond, parce que là, 10 étoiles, à un moment donné, ça commence à être compliqué à compter. Mais... j'aimerais bien donner mes notes de podcast Ciné-Histoire sur 10. Tu le faisais déjà un peu. Je le faisais tout le temps. Là, je disais toujours les deux, mais c'est ça. En tout cas. C'est une fan d'IMDb. Mais je suis plus dans Letterboxd en ce moment. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Moi, je vais y aller avec la tradition IMDb et noter mes films sur 10. Fait que si tu veux continuer à les noter sur 5, c'est libre à toi, mais là, il va falloir peut-être dire les deux, là, pour pas... je dirais, ok, je vais le faire en chiffre pour cette dizaine-là. Ok, tu me donnes ça. Fait que, écoute, pour répondre à ta question, de mon côté, ça a été vraiment une très belle expérience. Encore une fois, David Lean, je pense que j'aime vraiment ce qu'il fait. Par contre, comme on se disait, là, tu sais, j'ai pas l'impression que je peux attribuer à David Lean le fait d'avoir vraiment trippé sur le film, parce que c'est un... Tu sais, oui, c'est beau, là, mais je pense que c'est plus à Dickens qu'il faut que je le donne qu'à David Lean, si vous me suivez. Mais j'ai vraiment aimé comment il travaillait avec l'histoire, donc pour moi, ça va être un excellent 8 sur 10, qui est un 4 sur 5. Non, ne commencera pas à dire. On y va all-in avec le 10, là, donc c'est 8 sur 10 pour toi. Puis pour moi aussi, c'est un 8 sur 10. C'était vraiment une super belle adaptation. C'était un beau moment. J'ai l'impression, par exemple, parce que
j'ai perdu un peu de focus vu qu'on les a écoutés les deux back-à-back, Oliver Twist. J'ai l'impression que c'est un film que pour pleinement l'apprécier, il faut vraiment être focus parce que il y a beaucoup de personnages, c'est quand même tout est un peu interrelié, fait qu'il faut quand même être focus, je crois. Puis si on manque 5-10 minutes, on part sur notre cellulaire ou qu'on part dans notre tête un peu, j'ai l'impression qu'on peut vite perdre de l'intérêt pour le film. Mais celui-là, j'ai été pleinement focus, puis c'était... Ouais, moi aussi, je donne un bon 8 sur 10. Puis d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais il fait partie là, des 1001 films à voir avant de mourir aussi, donc c'est pas pour rien, ce que Oliver Twist ne fait pas partie, malheureusement. Le mot de la fin, peut-être? Ben oui, en fait, je vois sur mes notes, là, on a oublié de parler de l'édition Criterion, mais il n'y a pas grand-chose. Là. Il y a seulement la bande originale, la bande annonce originale, puis des sous-titres en anglais. Nous, on n'a pas eu la chance de le voir avec celui-là. Oliver Twist, oui, et tant mieux. J'ai l'impression qu'il était pire à comprendre, là, mais c'est ça. Non, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de bonus pour les deux, mais ils font partie d'un coffret de Great Adaptations, donc avec Lord of the Flies qu'on possède aussi. Oui, qui s'en vient très bientôt. Numéro 43. Puis le quatrième, je ne me souviens plus c'était quoi, mais je ne connaissais pas. Je sais plus non plus. Mais bon, on va le retrouver à un moment donné dans la collection. Donc c'est tout en ce qui nous concerne pour Great Expectations, un très bon premier film de ce programme double de David Lean. Donc on se retrouve pour le prochain épisode et qui va porter sur Oliver Twist. Puis là, je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de matériel à nous dire sur les enfants, les orphelins. Sur, la littérature jeunesse anglaise, parce que j'ai failli faire une maîtrise là-dessus, là, à quel point ça vient me chercher. Donc tous les thèmes là, récurrents puis qu'on peut voir justement dans Dickens, mais ailleurs aussi. Fait que je vais faire une petite analyse de ça là, qui va être assez sommaire. Là, ça sera pas poussé à ce point-là, mais c'est ça. On joue dans mes passions, donc j'en profite. Ben, merci d'avoir été des nôtres encore une fois, puis on se retrouve pour le prochain épisode.